Après l'évocation très édifiante des parcours du combattant pour accéder aux archives, j'ai le plaisir et l'honneur d'animer une table ronde sur les enjeux démocratiques de l'accès citoyen aux archives publiques. Alors je voudrais d'abord, bien évidemment, remercier les organisateurs de cette journée qui ont pris l'initiative de nous réunir, ce qui est remarquable en présentiel, nous l'avons dit ce matin, pour nous permettre d'échanger sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Et l'accès aux archives, bon, il est martelé, ce principe d'accès citoyen est martelé dans tous les textes fondateurs du droit des archives, des textes qui sont de portée normative extrêmement diverses. Et j'ai retenu pour cet après-midi la recommandation du Conseil de l'Europe sur une politique européenne en matière de communication d'archives de 2000. Pourquoi ? Parce qu'un de ses considérants dit, alors je dirais de mémoire, que finalement un pays n'accède pleinement à la démocratie. Donc je cherchais, grâce au moteur de recherche, le mot démocratie, démocratique, dans tout ce corpus de textes sur les archives. Donc ce pays n'accède pleinement à la démocratie que si chacun de ses habitants a la possibilité de connaître, et ce qui est amusant, c'est que le considérant dit de manière objective, les éléments de son histoire. Alors, je dois dire que j'ai découvert en préparant la table ronde, et je pense qu'on sort un peu groggy de l'événement et de l'épisode du vote de la loi du 30 juillet relative à la prévention du terrorisme et à l'accès au renseignement. Groggy parce qu'en dépit du cap franchi du contrôle de constitutionnalité et en dépit des réserves d'interprétation qui nous serviront évidemment ultérieurement, on ne peut que, en tout cas j'en ai le sentiment en tant que juriste, être pris de certaines inquiétudes. J'irais même jusqu'à parler d'amertume, après tous les combats menés. D'amertume quant au contenu de la nouvelle mouture de l'article L213-2 du Code du patrimoine. C'est un article fleuve qui nous fatigue beaucoup, nous les juristes, parce qu'il décline toutes les exceptions à un principe de façon vertigineuse, parce que chaque difficulté se niche dans chaque exception de ce texte. Alors je dis inquiétude, amertume. Alors certes, ça fait le fonds de commerce et l'intérêt scientifique des juristes, puisqu'il ne fait pas de doute que le filtre de l'intérêt général et du motif d'intérêt général et de l'appréciation du caractère de proportionnalité de l'exception à ce principe d'accès par rapport à l'objectif d'intérêt général, ça va nous faire couler beaucoup d'encre, réfléchir énormément. Mais je crois que fondamentalement, et c'est ce que disait Noé Wagner ce matin, il y a un trouble lié du changement de paradigme dans la réflexion sur l'accès aux archives. Bertrand Warusfeld voyait un élément d'optimisme dans les nouveaux leviers juridiques qui sont formulés dans la motivation des exceptions à l'accès et je dirais dans la verbalisation des exceptions, même si tous les termes vont faire l'objet d'une guerre de tranchées juridiques, puisqu'il va falloir en apprécier toutes les choses trappes. Et je crois qu'effectivement, je partage avec Bertrand Warusfeld l'idée que la bagarre ne fait que commencer parce qu'il va falloir une veille juridique et une veille peut-être juridictionnelle. Je ne dis pas judiciaire parce que c'est plutôt devant le tribunal administratif que ça risque d'être porté. Mais voilà, je livre mon sentiment qui est un sentiment de quelqu'un qui a pris le bateau complètement en route, c'est-à-dire il y a 8 jours, en découvrant donc le programme du colloque. Mais je voudrais me tourner vers les membres de ce panel pour savoir quelle est leur perception, donc à la lumière donc de cet épisode donc de combat contre l'IJ 1300, puis de protestation contre la façon dont était formulé le projet de loi terrorisme, quelles sont leurs perceptions des enjeux à travers leur parcours professionnel assez différents, les enjeux démocratiques, je dirais présents et futurs, qu'ils voient
dans l'accès citoyen. Alors je ne sais pas si vous allez définir un accès plutôt chercheur et un accès plutôt citoyen, ça c'est aussi un autre débat. Et je vais passer la parole en premier à Émilie Cariou, j'ai même pas le programme sous les yeux, je vous prie de m'excuser, députée de la Meuse, et qui va vous livrer ses impressions, puisqu'elle a été très investie dans la proposition de quelques amendements à cette loi, vous livrer ses impressions sur ce parcours politique à travers le vote de la loi du 30 juillet 2021. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous. Merci de m'avoir invité sur cette table ronde sur l'accès aux archives et cet enjeu citoyen de l'accès aux archives. Alors je dois vous dire déjà que je suis très impressionnée de parler devant vous, un public d'experts, sachant que j'ai plutôt l'habitude de parler devant des fiscalistes, des experts en fiscalité internationale que devant des experts historiens et archivistes. Sachant que donc, je suis Émilie Cariou, députée de la Meuse. J'ai été vice-présidente de la Commission des finances, responsable de la majorité à la Commission des finances, majorité que j'ai quittée il y a 1 an et demi. Et je suis aujourd'hui coprésidente d'un parti politique qui s'appelle les Nouveaux Démocrates. Et j'ai fait en partie ma carrière au ministère des Finances, mais j'ai aussi œuvré au ministère de la Culture pendant 3 ans au cabinet de la ministre Fleur Pellerin, puis d'Audrey Azoulay, où j'ai eu notamment à travailler sur des sujets d'archives et de numérisation des archives à l'époque. Ce qui fait que j'étais particulièrement sensibilisée au sujet des archives. Et la deuxième raison était aussi que j'ai fini le quinquennat Hollande comme conseillère diplomatique au ministère de la Culture, où là, bien évidemment, on gère une série de sujets extrêmement sensibles avec beaucoup d'États dans le monde, et notamment avec des États qui ont fait partie de notre État colonial, et notamment l'Algérie, ce qui fait que j'étais doublement sensibilisée au sujet d'archives. Alors, je vais vous décrire comment nous, on l'a vécu du côté politique, du côté du Parlement, ce qui a été fait. J'aurai un regard moins technique que vous sur le Code du patrimoine et sur notamment les archives, d'un point de vue juridique. Mais en tous les cas, je vais vous décrire comment nous, on estime que ce qui a été fait tout au long de cette année, c'est un simulacre de progressisme pour justifier finalement une politique mémorielle à l'approche du 60e anniversaire de la guerre d'Algérie. Alors, vous le savez, peut-être ça a déjà été évoqué tout à l'heure, en juillet 2020, Emmanuel Macron, il a confié à Benjamin Stora une mission sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, en vue de favoriser la réconciliation entre les peuples français et algériens. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement brûlant. Vous le savez, les relations entre les deux rives de la Méditerranée demeurent très, très sensibles. Et pourquoi ? Parce que encore aujourd'hui, tant du côté algérien que du côté français, les familles sont marquées par la guerre d'Algérie, ont été marquées par les années de colonisation et par la manière dont s'est faite cette décolonisation, notamment dans la violence. Alger attendait de Paris qu'on lui remette la totalité des archives de la période coloniale. Et c'est plus ou moins ce à quoi s'était engagé le président de la République. Alors, en juillet 2020, donc, il y a cette mission. En janvier 2021, Benjamin Stora est reçu à l'Élysée pour présenter ses conclusions. Donc, il présente son rapport. Et à cette occasion, l'Élysée indique que des actes symboliques sont envisagés, mais qu'il n'y aura ni repentance ni excuse. Bon, alors déjà... il est quand même étrange de mêler, d'une part, finalement, un message politique de reconnaissance, peut-être, de ce qui s'est passé pendant cette guerre d'Algérie, avec le fait que, là, on travaille sur un sujet qui dépasse largement la guerre d'Algérie, qui est notamment l'accès aux archives. Le 9 mars 2021, le président de la République a suscité l'émoi en annonçant faciliter l'accès à des documents classifiés de plus de 50 ans liés à la guerre d'Algérie. Alors, au-delà de cet effet d'annonce, justifier une politique mémorielle, on se rend bien compte, donc l'effet d'annonce de justifier cette politique mémorielle, on se rend compte que cette révolution tant attendue et annoncée de l'ouverture des archives n'aura pas lieu. Alors, dans les faits, la loi prévoit déjà, depuis 2008, que les archives classifiées secret défense de plus de 50 ans puissent être communicables de plein droit.
Aussi, sous prétexte de vouloir communiquer, de vouloir légitimer sa politique mémorielle, l'Élysée, finalement, n'a fait que masquer une gestion illégale de l'accès aux archives qui date de 2011. Et effectivement, je pense que vous avez longuement parlé de l'IJ 1300 et du fait que l'administration, finalement, avait illégalement refermé l'accès aux archives. Donc le président annonce une grande politique d'accès aux archives et donc nous est présenté un projet de loi sur la prévention d'actes de terrorisme et dédié aussi au renseignement. Et ce projet de loi contient l'article 19 qui est censé porter une avancée, donc, mais qui en fait, très rapidement, il suffit qu'on regarde un peu le droit en vigueur entre le Code du patrimoine et le Code pénal. Alors effectivement, il y avait ce désaccord, en tous les cas, entre le Code du patrimoine et le Code pénal. Mais au final, cet article 19, il ne vient que réaffirmer le Code du patrimoine. Or, on ne voit pas en quoi un nouvel article de loi, alors que déjà l'IJ 1300 violait la loi, on ne voit pas en quoi finalement il apporte quelque chose. Alors, immédiatement, on travaille sur le sujet avec les collectifs qui se manifestent et qui nous ont invités aujourd'hui. Et bien évidemment, plusieurs parlementaires se rendent compte que la question de l'accès aux archives publiques, ça relève non seulement de la mémoire collective, mais que c'est aussi un des fondements de la démocratie, parce que c'est un des fondements de la transparence de la décision publique, de l'histoire, et de tout ce qui peut en découler. Alors, sur du très long terme ou du moyen terme, notamment, on a tous les sujets déjà de reconnaissance des faits, de faire la transparence sur ce qui s'est passé. Je pense par exemple à la période de Vichy, par exemple. Ça peut être aussi l'accès à des processus d'indemnisation. Et tout cet article-là, et en tous les cas, la manière dont on va traiter l'accès aux archives peut conditionner un certain nombre d'exercices de droits de nos concitoyens. Alors, évidemment, quand l'effet d'annonce est fait, et ça c'est le problème aussi de ce gouvernement d'une manière un peu plus globale, moi je le vois aussi sur les sujets de fiscalité internationale, on affirme une chose et en fait on fait l'inverse. Alors ça c'est quand même un peu inquiétant en démocratie. Parce que moi qui ai travaillé autrefois sur les ex-pays de l'Est, et notamment sur la Tchécoslovaquie, c'était des régimes qui étaient spécialistes de ça, c'est-à-dire qu'il y avait des constitutions, qu'il y avait un état de droit théorique, mais qui n'était pas du tout appliqué. Alors je ne dis pas qu'on en est là, mais n'empêche que quand on dit une chose et qu'on fait son contraire, je pense que c'est une grave atteinte au pacte démocratique. Donc, évidemment, les services d'archives se sont mobilisés, mais mobiliser les Français, c'est quand même plus compliqué que mobiliser les services d'archives. Alors, il y a quand même certains organes de presse qui aussi ont fait le travail. Et je pense notamment, je veux rendre un petit hommage à Mediapart, parce que moi, je me souviens que très tôt, il y a eu des articles dans Mediapart qui relevaient en fait cette incohérence d'annoncer d'ouvrir des archives, alors qu'en fait, dans les faits, on nous ouvrait ce qui était déjà ouvert et ce qui avait été refermé illégalement. Mais hélas, ce sont des sujets tellement techniques. Aujourd'hui, il est très difficile de mobiliser nos concitoyens sur des sujets techniques, parce que vous le voyez bien, on est dans le buzz permanent, dans la petite phrase, et qu'un sujet pareil, ça ne mobilise pas les foules. Et même quand vous dites oui, mais ça va avoir des impacts pour connaître la vérité sur tel ou tel fait, pour avoir droit à tel processus d'indemnisation, c'est pas ça qui va mobiliser les masses médias, hein, très clairement. Donc, la suite, vous la connaissez. On a eu cet article de loi, l'article 19. On a tenté de l'amender de multiples manières. Alors, on a tenté de le supprimer, de l'amender. Donc, on était un petit groupe de parlementaires à travailler dessus. Moi, j'ai aussi travaillé sur ce sujet avec Cédric Villani, qui, lui, était plus spécialement sensibilisé sur les sujets algériens. Mais bien, moi, je travaille aussi au Parlement sur le sujet du nucléaire, et notamment du nucléaire civil, parce que je travaille à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et notamment, j'ai été nommée rapporteur du plan national de gestion des déchets et des matières radioactives. Or, sur le nucléaire, que ce soit le nucléaire civil ou le nucléaire militaire, là, on est dans une opacité qui est plus que totale. Et le fait qu'on n'ait pas accès, y compris à ce qui s'est passé dans le passé sur les essais nucléaires, que ce soit en Algérie ou en Polynésie française, c'est quand même une grande injustice pour les populations qui ont été frappées à l'époque. Par ailleurs, je suis élue d'une terre de mémoire, donc je suis élue de la 2e circonscription de la Meuse.
La zone rouge et Verdun sont situés sur ma circonscription. On a des gros sujets de pollution. On a le sujet de Spincourt, de l'enfouissement des obus, enfin de la zone de désobusage. Donc la guerre 14 génère encore beaucoup de mystères. Et là aussi, on se dit, c'est pas possible que finalement, avec une réécriture de l'article 19 tel que vous l'avez sûrement abondamment abordé tout à l'heure, finalement, on va donner entre les mains de fonctionnaires la décision d'ouvrir ou pas certaines archives. Alors ça, je pense qu'effectivement, ce qui a été écrit dans l'article 19, notamment sur la perte de valeur opérationnelle, ça peut donner lieu à tellement d'interprétations en tout genre, que ce soit sur des sites, des lieux où se trouvent, par exemple, moi, je ne sais pas, mais sur les stocks d'hypérite, par exemple, il y a eu tout un sujet, les stocks d'hypérite de la guerre 14, où est-ce qu'ils sont, qui sait où ils sont. Bon, moi, je le vois, le problème de la mémoire sur Spincourt, c'est un sujet à n'en plus finir. Hein. Donc, l'accès à la mémoire, c'est hyper important aussi pour nos populations locales. Enfin, aujourd'hui, moi, j'ai des agriculteurs qui n'arrivent pas à se faire indemniser. Moi, j'ai aussi, sur du post-minier, des maisons qui se fissurent. J'ai quand même des gens à Bercy qui me disent « Mais votre territoire n'était pas un territoire minier ?» Comment vous dire tous nos oncles et tantes et grands-parents, ils ont des noms polonais, ils sont venus creuser dans la mine, en fait. Donc, l'accès à la mémoire, elle s'efface très vite, enfin, je pense que je peux rester convaincue, et donc l'accès aux documents, c'est vraiment primordial, notamment pour tous ces process d'indemnisation. Et donc, se dire qu'on va remettre entre les mains, finalement, de fonctionnaires qui vont estimer si oui ou non, on a encore une valeur opérationnelle, si oui ou non, on a encore un intérêt à conserver le secret pour préserver l'intérêt de la nation, la sécurité nationale, etc. C'est une atteinte grave à la démocratie parce que ça dépossède déjà le Parlement qui est censé, lui, fixer les règles pour l'accès aux archives. Et puis, ça dépossède aussi le Parlement sur le contrôle de l'action du gouvernement. Donc, c'est-à-dire que c'est réinstaurer de l'opacité, là où finalement le droit, voilà, il établissait des critères objectifs, et donc c'est un grave recul en la matière. Que vous dire d'autre ? Je vais laisser la parole, mais donc le seul amendement qu'on a réussi à faire passer, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, certaines archives étaient ouvertes sur décision, décision de l'exécutif ou de l'administration. L'effet de l'article de loi aurait pu être de refermer certaines archives qui avaient été ouvertes volontairement avant le terme des 50 ans. Donc au moins, on a fait en sorte que ce ne soit pas le cas. Et puis, bien évidemment, après la condamnation par le Conseil d'État et la sanction sur l'ordonnance, nous avons écrit au Premier ministre pour qu'il revoie entièrement l'article 19 en fonction de cet état de fait. Il nous a répondu une réponse qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on lui opposait. Et donc, il a botté en touche en disant « Mais bien entendu, on fera tout ce qu'il faut, comme il faut, très bien ». Mais évidemment qu'on ne peut pas du tout se satisfaire d'une réponse où on se dit que les gens vont travailler correctement et que ce n'est pas du tout comme ça qu'on fixe le socle d'un état de confiance démocratique moderne. Donc, à tout point de vue, ce texte, bon, sur la loi Thérault, il y avait d'autres sujets qui étaient extrêmement, dangereux, notamment sur la conservation de données de téléphonie, au-delà des seuils qui sont aujourd'hui exercés et qui sont encadrés par des directives communautaires. Je pense qu'il y a tout un tas de textes, pour vous le dire franchement, qui passent aujourd'hui au Parlement. Bon, certains ont été sanctionnés, donc on passe notre temps à faire des recours au Conseil constitutionnel. Donc on arrive à avoir des sanctions du Conseil constitutionnel, mais je pense que d'autres seront sanctionnés par la suite par la Cour de justice de l'Union européenne, voire par la Cour européenne des droits de l'homme. Ça prendra des années, mais je pense que ces lois qui sont adoptées comme ça successivement sont des terreaux de contentieux sur les années futures. Et en attendant, ça va considérablement, je pense, vous compliquer le travail et ce qui est parfaitement scandaleux. Voilà ce que je voulais vous dire déjà en préambule. Bien, merci beaucoup, Émilie Cariou, pour votre témoignage. Je note
l'idée, parce qu'il me semble que la terminologie n'avait pas été employée ce matin, de confiance démocratique, de rupture du pacte démocratique. Donc je me tourne, parce que c'est le discours politique, tout à fait légitime, je me tourne vers le professeur de droit public à l'université Paris 2 pour avoir ses impressions et sa perception de ces enjeux démocratiques au risque de ces lois récemment et peut-être précipitamment votées. Olivier Beau, pardon, excusez-moi. Je vous passe la parole. Merci Madame la Présidente. Je commencerai d'abord par remercier Marie Cornu et Anne Simonin de m'avoir invité à cette journée sur l'accès aux archives. Alors, je n'ai pas principalement vocation à y participer, donc je vais expliquer peut-être très brièvement pourquoi j'ai accepté cette invitation. La première raison, c'est que, quoique juriste, j'ai une certaine pratique des archives, surtout de celle des archives nationales, et qu'à cette occasion, j'ai pu apprécier la qualité du travail des archivistes. C'est très impressionnant pour un juriste de voir à quel point les archivistes font ces inventaires et à quel point ils nous guident dans les recherches. Je pense que les historiens ne savent peut-être pas la chance qu'ils ont d'avoir de tels guides. Ils le savent, mais quand on n'est pas historien, on s'en aperçoit encore plus. Et puis la deuxième raison, et ça rapproche de notre sujet, c'est que c'est plus conjoncturel, c'est que je me suis intéressé de près à cette affaire lorsque j'ai écrit un livre cette année sur les menaces sur la liberté académique. Et j'avais fait un plan très cohérent, etc. Et puis je me suis aperçu que cette question de la limitation des archives posait un véritable problème de limitation à la liberté académique dans une de ses composantes, la liberté de la recherche. Et grâce à l'aide de Noé Wagner, j'ai pu accéder aux documents qu'il m'a envoyés, notamment aux requêtes. Et plus je creusais la question, plus il m'a semblé nécessaire de consacrer un chapitre de mon livre qui s'appelle « La guerre des archives », où j'ai voulu montrer à quel point la liberté académique était menacée par ce qui était en train de se passer et ce qui s'est passé, puisque quand je l'ai écrit, c'était au mois de mars, avril, la loi n'était pas encore promulguée. Et pourriez-vous dire, mais alors quel est le rapport avec le sujet sur les enjeux démocratiques ? Alors, il y a à mon avis un rapport qui n'est pas évident, qui n'est pas direct, mais qui existe. Le rapport est le suivant, c'est qu'en m'intéressant à la question de la liberté académique, je m'intéresse à une question plus large, qui est la question du développement du savoir. C'est-à-dire que la liberté académique, je vais revenir tout à l'heure pour expliquer ce que c'est, la liberté académique n'a de sens que si elle sert à développer le savoir et à rechercher la vérité. Et il me semble que la limitation de l'accès aux archives a constitué une formidable atteinte à la liberté académique dans sa dimension qui est la liberté de la recherche. Et c'est un peu ça que j'ai voulu expliquer. Et donc, il me semble qu'indirectement, mais nécessairement, la démocratie est atteinte par ce considérable recul de l'accès aux archives. Alors, il faut évidemment que j'explique ce que c'est que la liberté académique, parce que personne ne sait ce que c'est en France. La meilleure preuve, c'est que notre ministre, hélas, notre ministre, parle toujours de la liberté académique au pluriel, les libertés académiques. Alors, il existe effectivement un pluriel qui est celui des libertés universitaires, qui est le terme que les juristes utilisent pour parler des libertés à l'université, mais il n'existe pas de liberté académique au pluriel. Le mot liberté académique, c'est un singulier. Et donc les Français ne savent pas ce que c'est. Quand ils ont appris ce que c'était, c'est pour avoir un amendement de Mme Darcos au Sénat pour limiter la liberté académique en disant que les libertés académiques s'exerceraient sous les valeurs, dans le cadre des valeurs de la République. Donc en France, on découvre une liberté pour la limiter. Alors moi, je vais vous expliquer quand même ce que c'est que la liberté académique, parce que ça existe. La liberté académique, c'est la liberté pour les savants. Alors, je n'utilise plus jamais le mot enseignant-chercheur, ni le mot chercheur. Donc la liberté conférée aux savants, pour qu'ils aient toute liberté pour mener leur recherche et pour leur enseignement dans le but ultime qui est de rechercher la vérité. Pour rechercher la vérité, il faut être libre. Il faut être libre de pouvoir critiquer ce qui existe et de pouvoir faire avancer la science. C'est ce qu'on appelle l'université moderne de la recherche. Cette liberté académique implique deux choses. D'abord, une indépendance, puisque pour être libre de faire ses recherches, il faut une indépendance, une protection vis-à-vis des pouvoirs. Ces pouvoirs sont classiquement des pouvoirs extérieurs, dans l'Église d'abord historiquement, les autorités religieuses, l'État et les forces économiques. Et puis, hélas pour nous, les universitaires, sont maintenant apparues des menaces intérieures, internes à l'université, et ces menaces, ce sont les menaces des étudiants activistes. Voilà. C'est ça
ce qui est d'abord la liberté académique, c'est une indépendance, une protection par rapport à ses pouvoirs. Positivement, qu'est-ce que c'est que la liberté académique? C'est la liberté de faire trois choses. C'est la liberté de faire des recherches librement. En anglais, c'est free inquiry. Deuxième liberté, c'est la liberté d'enseignement, parce que justement un professeur d'université n'est pas un professeur de lycée, il n'a pas de programme, et il a une grande liberté pour façonner son enseignement tel qu'il l'entend. Et la troisième liberté, c'est la liberté d'expression. Dans notre affaire, qui est celle de la limitation à l'accès à la recherche, ce qui est menacé directement, c'est la liberté de la recherche. Pour quelle raison? Évidemment, les historiens peuvent continuer à mener librement leur recherche, à choisir les sujets qu'ils peuvent mener, mais quand on lit, comme j'ai lu la requête qu'a rédigée Noé Wagner et Frédéric Rollin, que j'ai oublié de citer tout à l'heure, eh bien, quand on lit cette recherche et cette requête et qu'on voit que l'étudiant de Raphaël Branche ne peut plus faire des recherches sur la guerre d'Algérie parce qu'on lui interdit l'accès à ces recherches, eh bien, la limitation ici, elle est très simple, elle est fondamentale, c'est que le chercheur est privé de son matériau de recherche. Il ne peut plus accéder à son matériau. C'est l'équivalent, probablement, de ce qui peut se passer en sciences de la nature, lorsque un chercheur, un physicien, un chimiste ou un biologiste ne peut plus utiliser les machines qui lui servent à faire ses expériences. Eh bien, mutatis mutandis, c'est exactement la même chose qui se passe avec cette limitation de l'accès aux archives. Donc, il y a une violation flagrante de la liberté de la recherche et donc de la liberté académique par ces restrictions arbitraires, et tout à l'heure Bertrand Warusfeld l'a très bien expliqué, parfaitement arbitraires, imposées par une bureaucratie ministérielle et principalement militaire. Donc, ici, il est très intéressant de voir que c'est effectivement le SGDNS qui a été à la manœuvre. On ne parle pas de Marc Guillaume, parce qu'on a déjà parlé, mais bon, évidemment, je me fais plaisir de répéter son nom. Donc, il y a un véritable problème, il y a un recul considérable de la liberté académique. La deuxième remarque que je voudrais faire pour conclure, parce qu'on m'a dit que je devais parler 10 minutes, la deuxième remarque que je voudrais faire, ça va prolonger ce qu'a dit tout à l'heure Céline Guyon. Elle s'est plainte du ministère de la Culture. Alors, qu'est-ce qu'on devrait dire du ministère de l'Enseignement supérieur? Il se trouve que quand j'écrivais ce chapitre, une des pages de ce chapitre, j'écoute sur France Inter notre ministre, qui a sa façon très particulière de parler, très ennuyeuse, explique qu'elle adore la liberté académique, qu'elle la défend constamment. Manque de chance, évidemment, moi je m'étais un peu renseigné pour savoir ce qu'avait fait finalement le ministère de l'Enseignement supérieur, parce que dans ce conflit qui existait entre les chercheurs, les historiens et les scientifiques et le ministère de l'Armée et le DSR, on pouvait se demander ce qu'avait fait concrètement. Est-ce qu'il y avait une déclaration de Mme Vidal, pour ne pas la nommer, s'étonnant, ou en tout cas défendant quand même la liberté de la recherche, puisqu'il paraît qu'elle défend la liberté académique. Il n'y a rien de Mme Vidal, rien du tout. Donc, match nul entre ministère de la Culture et ministère de l'Enseignement supérieur, ce qui n'étonnera personne, en tout cas pas moi. Troisième remarque, c'est finalement ce qui est aussi important, et c'est un peu ce que je vais vous dire tout à l'heure en parlant de la raison d'État, c'est aussi typique du mépris du droit en France. C'est-à-dire qu'on voit ici quand même une administration qui utilise un arrêté contre une loi. Bon, nous, les juristes, c'est ce qu'on apprend en deuxième année à nos étudiants, en tant qu'étudiants, c'est le principe de l'égalité. C'est le socle de l'état de droit. Eh bien, l'administration piétine ce principe, et piétine d'autant plus facilement qu'elle sait qu'elle peut, à un moment donné, avoir le soutien des politiques pour que l'arrêté devienne une loi, donc c'est très formel, l'arrêté est transformé en loi, la loi déroge à la loi, et le Conseil constitutionnel donne sa bénédiction, presque, à cette modification tout simplement formelle. Donc le droit, finalement, eh bien, il est très peu de choses dans cette histoire, et c'est aussi, malheureusement pour nous, une preuve de cela. Pour conclure, il est évident que la thèse rapide que j'ai défendue, qui consiste à dire que la limitation de l'accès aux archives est une atteinte portée à la démocratie, cette thèse ne vaut que si on admet ce que j'ai présupposé, sans le démontrer, qu'il existe une relation entre la démocratie et le savoir, entre la démocratie et l'éducation. C'est-à-dire, si on est fidèle à Condorcet et à l'idée que dans l'enseignement en France, on doit privilégier la raison. Si, comme certains, on estime que la démocratie doit prendre en compte prioritairement les émotions, dans la démocratie, j'ai entendu ça récemment, si on accepte cette thèse, évidemment, le primat que j'ai donné à la rationalité du savoir et à l'éducation disparaît. Pour ma part, je persiste à penser qu'il y a de la démocratie, il n'y a de la démocratie que s'il y a des citoyens éduqués, et que éduquer ces citoyens, c'est le rôle de l'école et aussi de l'université. Et donc, c'est pour cette raison que je pense qu'il y a un rapport entre mes petites recherches sur la liberté académique et votre grand investissement pour défendre l'accès aux archives. Voilà, merci. Pardon.
Merci beaucoup, Olivier Beau, pour ces propos très, très stimulants. Alors évidemment, travaillant beaucoup sur le droit de la presse, j'étais tout à fait enthousiasmée à l'évocation trop souvent oubliée de la liberté académique. Et puis, je pense que, là encore, c'est un concept qui n'a pas été agité ce matin, cette relation entre démocratie et savoir. Donc, nous aurons, j'espère, parce que Madame Simonin est le maître du temps, la possibilité d'en parler, mais je donne d'ores et déjà la parole pour donc avoir sa perception de ce qu'elle mettrait sous le mot démocratique, démocratie, à Isabelle Neuschwander, qui est archiviste et chercheur, et qui a été pressentie à cette table ronde parce que tout le monde connaît le rôle qu'elle a joué, extrêmement important, en qualité d'ancienne directrice des Archives nationales. Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, je vais m'exprimer de deux façons. Tout d'abord, il a été dit que le collectif était intergénérationnel, donc il a très bien fonctionné comme cela, et donc je fais partie plutôt des générations un peu anciennes qui m'ont apporté leur expérience, mais qui n'exercent plus. Mais vive l'intergénérationnel, hein, donc on l'oublie un peu trop. Secondement, il a été beaucoup parlé aujourd'hui de la relation archives et démocratie, donc là je serai plutôt dans la répétition de ce qui a été dit, mais en m'exprimant du côté du ressenti. C'est effectivement le ressenti d'une personne qui a été archiviste de 1983 à 2011. Voilà. Alors effectivement, pour ma génération, la question du rôle citoyen et démocratique des archivistes était fondamentale. Je ne dirais pas que nous étions militants, mais nous le concevions et le portions comme notre mission. Notre mission, c'était de donner l'accès aux archives. Alors, ce n'était pas à oublier, Agnès Vatica en a parlé, que collecter, classer était le préalable, conserver était le préalable à la communication, mais nous devions donner accès. Et l'apogée, en fait, de ce qui s'est révélé une illusion, je le dirais en deuxième partie, c'était le slogan qui avait été choisi par les Archives nationales en 2013 lors de leur inauguration. Et ce slogan, c'était « Aux accès citoyens ». Donc moi, je dirais que ma carrière, elle a été placée sous ce thème-là, aux accès citoyens. Aux archives citoyens, tu as raison. Aux archives citoyens. Aux archives citoyens. En fait, ça donne bien l'importance que j'accorde à l'accès. Donc, aux archives citoyens, témoigner aussi de la dynamique d'ouverture qui avait été enclenchée depuis 1979 et concrétisée aussi en 2008, même si ce propos doit être relativisé, Noé Wagner le ferait très bien. Cette marche vers l'ouverture n'avait pas été aisée du tout. Lorsque j'ai démarré ma carrière, nous pouvions être en conflit avec des chercheurs et nous pouvions être considérés comme un obstacle à la communication. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'ouvrage de Sonia Combe qui était paru en 1994, Archives interdites. Cet ouvrage a provoqué un séisme dans notre profession car il nous mettait très gravement en cause. Il y avait des accusations de rétention. Et toutes les polémiques liées à la Seconde Guerre mondiale ont été aussi entachées d'accusations, de rétention, de fermeture, de secret. Donc le travail qu'il fallait faire devant était colossal et l'effort qui a été réalisé par les archivistes à ce moment-là a été colossal, mise en salle de lecture de tous les inventaires. Je pense que ceux qui ont travaillé avec moi dans la Somme se rappellent à quel point nous photocopions tous nos inventaires pour tous les mettre en accès. Ça paraît comme ça un peu trivial, mais il fallait le faire. Publication, ouverture des salles de lecture, extension des horaires, accès à distance par la salle des inventaires virtuels, par exemple, qui est quand même un très bel exemple d'accès à distance. Création de bureaux administratifs et citoyens qui sont à l'heure actuelle en perte de vitesse. Et ça, c'est aussi un signal assez grave du rôle des archives. Et finalement, l'apogée pour moi, mais pour de nombreux archivistes, de ce slogan « aux archives citoyens », ça a été la décision de construction par Jacques Chirac du bâtiment de Pierrefitte. Et de décider de construire ce bâtiment
précisément à Pierrefitte-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, dans le département le plus jeune, le plus divers de France. C'était pour nous c'était un geste républicain qui avait été qui était fait au terme d'un combat qui avait été mené par une autre association, une cité pour les archives nationales. Et c'était la manifestation que les archives étaient le bien commun de tous. Voilà. Alors peut-être peut-on nous dire que nous étions naïfs, peut-être nous faisions-nous des illusions. Oui, peut-être. Peut-être le combat n'a-t-il pas été mené à son terme. De fait, l'archive dangereuse, ou l'archive considérée comme dangereuse, a pris le pas sur l'archive ouverte. Et ce processus que nous considérions comme inéluctable, c'est ce que disait Emmanuel Laurentin ce matin, il pouvait être interrompu. Et cela, moi, je l'ai ressenti comme une forme de séisme, bien qu'étant retraité. Dans un parallèle triste, mais signifiant, pratiquement au moment où on ouvrait Pierrefitte, un peu même avant, l'IJ 1300 de 2011 était en préparation, était en train de sortir. Le déroulement de cette affaire a été décrit. La façon dont effectivement on est passé d'une circulaire pour aboutir à une modification de la loi, dans ce qui est aussi une obstination administrative absolument remarquable, en dehors du reste, sera, à mon sens, à analyser. Et nous ne connaissons pas tous les ressorts de cette affaire. Il sera vraiment intéressant de les connaître à un moment. Mais effectivement, tout ce processus qui a abouti à la modification de la loi a démontré et démontre de façon quasiment caricaturale que la dimension démocratique des archives, bien commun, celle que nous imaginions, que nous rêvions, n'a pas été intégrée par l'administration, en tout cas au moins par une partie d'entre elles. Encore plus douloureux, elle n'a pas été intégrée par le Parlement. Ça a été, malgré le combat très courageux, et je crois qu'il faut le reconnaître, de plusieurs députés et sénateurs. Alors, quelle régression par rapport à 2008 ? Où il y avait eu un vrai débat sur la question des archives où finalement les débats s'étaient déroulés dans une forme de sérénité, même s'il avait été discuté sur le fond. Donc finalement, du fait des problématiques contemporaines ou des sujets contemporains qui ont surgi dans notre époque, ce qu'on a entendu régulièrement, c'était « Ah mais depuis 2008, il s'est passé beaucoup de choses. Ah mais c'est plus la même époque. » Vous voyez, entre 2008 et 2021, c'est plus la même époque. Oui, effectivement, il y a eu les attentats. Oui, effectivement, le souci du terrorisme est là. Oui, les systèmes démocratiques sont en difficulté. Est-ce que cela méritait que l'on ne réfléchisse plus à la question des archives ? Est-ce que dès que le mot terrorisme ou sécurité était prononcé, le débat devait être stérilisé ? Mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Et nous pouvions être des agitateurs qui, finalement, étions prêts à divulguer les secrets de l'État. Ce n'est vraiment pas notre objectif, ce n'était pas notre combat. Parce que la question de la sécurité, bien évidemment, on la reconnaît, elle est importante. Et tous les archivistes le savent. Donc, au final, que s'est-il passé ? Je dirais, le citoyen a été sorti du système. Pourquoi ? Tout simplement parce que les archives n'étant plus le bien commun de la nation, certaines catégories d'archives pouvant être exclues, sorties de l'ensemble, il n'est plus partie prenante de cet ensemble. Et d'ailleurs, de façon très intéressante, lorsqu'on disait mais il y a une régression dans l'accès, ce qui est une réalité, on nous répondait les historiens auront une dérogation. Donc finalement, on faisait une distinction entre dans le public qui a accès aux archives. Donc, moi, je ne parle jamais d'historiens ou de public amateur. C'est ce qu'on utilise dans les archives. Je parle toujours de chercheurs. Moi, toute ma carrière a été consacrée à me consacrer aux chercheurs. Et bien souvent, le chercheur amateur, pour le coup, a besoin de beaucoup plus d'aide que l'historien. Donc, le citoyen est sorti du système là où il a quand même, où l'administration doit lui rendre des comptes, où il est censé savoir comment les informations sont collectées, contrôlées, puisqu'on a beaucoup parlé de contrôle. Il n'a plus accès à cette information. Deux, ça a été dit très bien par Céline Guyon, je vais le répéter, mais la place de l'archiviste a été complètement questionnée et remise en cause. Moi, je l'ai aussi vécu très douloureusement, car finalement, l'archiviste, il a été renvoyé bien loin en arrière.
hein, dans cette position où il est le gardien des secrets, et plus dans celle où il est le garant de l'ouverture. Et là, ça pose, à mon sens, un vrai problème. Dans son rôle d'interface stratégique, parce qu'il a un rôle d'interface stratégique entre les services producteurs, sa tutelle, en l'occurrence, le plus souvent le ministère de la Culture, dont il a été parlé largement, et le chercheur, il a été pris en tenaille, contraint à refermer l'accès à des fonds précédemment largement ouverts, et dont il venait même parfois de réaliser la publication, amené, c'est peut-être le plus grave, à marquer de façon indélébile des documents patrimoniaux. Je ne me suis jamais remis, moi, des documents de la France libre marqués d'un grand tampon. Mis en situation de devoir parfois même justifier cette fermeture. Il a souvent été envoyé comme aux avant-postes pour expliquer ce qui se passait. Bref, on a parlé de relation de confiance, elle est fondamentale en démocratie. La relation de confiance entre services producteurs et chercheurs que l'archiviste doit établir, c'est une partie fondamentale de son métier, quelque part elle a été rompue. Et d'ailleurs, je l'ai entendu souvent dans la bouche de chercheurs, la relation de confiance est cassée. Voilà. Alors, et enfin, on l'a dit à plusieurs reprises, le système archivistique complet a été ébranlé. C'est ça qui se passe en fait, en distinguant une catégorie de documents, en les sortant finalement du patrimoine global, bien commun de la nation. On remet en cause l'ensemble d'un système archivistique français qui était vertueux, hein, qui n'était pas parfait. Effectivement, les archives du ministère des Armées ont leur autonomie, effectivement, les affaires étrangères ont leur autonomie, mais on avait un système avec une loi unique, un fonctionnement à peu près uniforme, des archivistes dans les ministères qui collectaient. Ce système était déjà fragilisé au fur et à mesure du temps, et en partie, à mon sens, par la faible place des archives au ministère de la Culture. Mais ce qui s'est passé là, en distinguant ces archives, en créant des catégories, de nouvelles catégories, est grave, et on peut craindre que d'autres catégories nouvelles soient créées demain. Hein, et ça, c'est le risque fondamental. Bon, je ne parle pas de la balkanisation, parce qu'évidemment, on en a parlé à plusieurs reprises. Donc le risque, c'est effectivement l'effondrement, hein, je pense, François Giustiniani l'a dit, c'est un peu l'effondrement du système. Je me dépêche. Alors, quel est l'avenir? Mes propos pourraient vous paraître pessimistes. À vrai dire, ils le sont. Donc, bon, tellement le fonctionnement des archives est en lui-même un marqueur de la vitalité de notre démocratie. Je parle bien du fonctionnement, hein, des archives. Et nous savons que ces systèmes sont en difficulté. Alors, deux choses pour conclure. D'abord, l'avenir, c'est ce qu'a fait le collectif. C'est l'action qu'a menée le collectif, c'est défendre les valeurs, les principes, le droit. C'est ce sur quoi nous avons basé notre combat. Et plus au-delà, en s'unissant, juristes, historiens, archivistes, ils n'ont pas mené un combat corporatiste, ils n'ont pas travaillé pour eux. Pour eux, les historiens, c'était pas du tout comme ça qu'on le concevait. Ils ont mené un combat citoyen. Et à mon sens, il était exemplaire. Le sujet a été posé en termes de principes et de droit. Et quand même, on a remporté de beaux succès, malgré tout. Hein, c'est peut-être la touche optimiste, en particulier l'annulation par le Conseil d'État pour illégalité des 2 IJ. Donc, à mon sens, et je pense qu'on va continuer là-dessus, c'est sur la voie de la défense, la vigilance, le principe du droit, la maturation du droit des archives. Noé Wagner en a parlé ce matin. Le rapport archives-pouvoir, qu'il ne faut pas oublier, c'est cette voie-là qu'il faut suivre, parallèlement à une vraie réflexion sur le système archivistique français. Et je ne vous cache pas que pour ma part, je suis pour une instance autonome pour des archives. Mais, et je terminerai là, le sujet se pose aussi, à mon sens, du côté des fonctionnaires, tant du côté des producteurs que des archivistes. Pour les archivistes, ils se posent vraiment maintenant en termes de réflexion sur leur métier, dans la mesure où cette dynamique d'ouverture qui nous portait, avec peut-être des écueils, elle est cassée. Et je dirais que pour les fonctionnaires, ils se posent en termes d'éthique de responsabilité. Alors, obéir, ce n'est pas se soumettre, ni renoncer à penser, ni devoir se taire. Cette phrase ne m'appartient pas. Elle a été prononcée en 2013 par Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, lors d'un colloque « Faire des choix, les fonctionnaires dans l'Europe des dictatures, 1933-1948 ». Je ne dis pas que nous sommes en dictature, mais Jean-Marc Sauvé utilisait
ce colloque pour réfléchir sur les devoirs du fonctionnaire et en particulier sur la façon dont il devait conjuguer l'action efficace et l'action juste. Donc il réfléchissait sur le rôle du droit, la déontologie des agents publics, l'éthique, on en a parlé tout à l'heure, le devoir de désobéissance évidemment exceptionnel, et il concluait par l'importance cruciale de l'éthique de responsabilité, comme l'a défini Max Weber. Et il insistait sur la nécessité de conjuguer l'action efficace et l'action juste. La première, et je pense que les archivistes comprendront, faisant le choix de l'optimisation technique, l'action efficace, et la seconde se préoccupant du bien agir. Aussi, je vais formuler un vœu qui sera un vœu d'optimisme, dans des temps effectivement difficiles qui s'annoncent. Donc je voudrais formuler le vœu qu'à cette époque où l'accès aux archives a été considérablement restreint pour les archives sensibles, où une part d'impondérable et de subjectivité a été introduite dans les textes, que tant du côté des administrations productrices que des archivistes, l'éthique de responsabilité soit le guide de leur action en matière d'archives publiques. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Isabelle Neuschwander. Alors c'est une intervention très dense. C'est pas 3 mots-clés que je retiens, c'est plusieurs mots-clés. Ce que je voulais signaler, parce que là encore, ça n'a pas été tellement évoqué ce matin, mais il y avait tellement de sujets ce matin, c'est votre allusion à la question des bâtiments. Leur localisation, leur existence physique, l'urbanisme, l'accès, et que vous avez corrélé au concept de bien commun de tous. Donc ça, je crois que dans une perspective de réflexion sur une véritable démocratie des archives, c'était extrêmement précieux. Ensuite, vous m'avez miné, parce que tout le reste, j'essaie de trouver du positif malgré votre conclusion, mais je suis dans le séisme, l'effondrement, le débat stérilisé à cause du terrorisme, le citoyen exclu du système, le fonctionnement administratif qui est marqueur de la vitalité, mais vous nous dites que ça dysfonctionne totalement. Donc je suis extrêmement... Et la relation de confiance rompue. Donc je ne sais pas, je vais maintenant passer la parole. Seul Yann Potin pourra nous sauver de cette déprime totale. Donc je le présente. C'est peut-être là que je vais faire les choses correctement. D'abord, Yann Potin. Donc je n'écorche pas de nom, de prénom, et je n'oublie pas de donner le nom du panéliste. Donc Yann Potin, archiviste, chargé d'études documentaires aux Archives nationales, au département éducation, culture et affaires sociales, et maître de conférences associé en histoire du droit à l'Université Paris-Nord, à l'Institut de droit public, sciences politiques et sociales de l'Université Paris 13. Alors il a une lourde charge, c'est de conclure, de tenir 5-10 minutes si on y est autorisé, et de nous remonter le moral. Remonter le moral, pas de problème. Conclure, certainement pas. Je serais plutôt ouvrir, non pas les archives, puisqu'on a compris qu'il ne fallait plus utiliser le verbe ouvrir et fermer avec Noé, et j'en suis ravi, que ça fermait justement la réflexion. Oui, donc je ne parle pas ici au nom évidemment des Archives nationales, d'autant que mon département ne conserve pas d'archives secret défense, donc je suis absolument ravi. Mais plutôt en tant qu'historien des institutions d'archives, donc pas seulement les services, et en l'occurrence, effectivement, en particulier des archives nationales, mais pas seulement. Et cette prise de parole s'inscrit en fait plutôt dans la suite de ce qui est un début de travail collectif, ce livre sur la genèse de la loi de 79, qui était présent, mais apparemment il n'en reste plus, donc tant mieux, c'est bon signe, et qui associait déjà historiens, archivistes et juristes. Donc le premier élément, c'est effectivement, je pense que l'histoire des services d'archives reste fondamentalement méconnue. Elle reste méconnue des archivistes comme des usagers, pour des raisons d'ailleurs qui sont liées au désintérêt anecdotique et technique qui a été souvent mis en avant dans la journée que sembleraient être les services d'archives, alors qu'il y a une vraie histoire de l'État à faire à travers la manière dont l'État, évidemment, a traité ou maltraité ces archives. De ce point de vue-là, sur les enjeux démocratiques, le livre sur la loi de 79, je vous y renvoie.
remet en question le lien évident, qui semblait évident, qui nous semblait à tous évident avant de le commencer, entre les lois CNIL, CADA et Archives, qui en effet sont soit dans un mouchoir de poche chronologique, 78-119, mais qui ont des agendas, comme on dit, législatifs très différents, et finalement produisent une concordance législative étonnante et des confusions encore plus dangereuses. Enfin, pas dangereuses, mais risquées. Par ailleurs, il se trouve que nous avons créé, avec plusieurs autres institutions, un groupement d'intérêt scientifique, ce qu'on appelle un GIS, Archives et Démocratie, et quelques chercheurs qui va s'appeler Archives et Démocratie, lancé par le Collège international de philosophie, qui associe l'INA, les Archives nationales, le MNHI, mais aussi le HESS, dont je salue l'archiviste ici présente, Marine Coquet, et qui sera accueilli par le Collège de France. Donc, c'est plutôt un appel donc, aux forces vives de la collectivité des réflexions. Donc, rapidement, en quelques minutes, au-delà de ce que l'on peut comprendre de l'histoire des institutions et des politiques d'archives, en effet particulièrement méconnues sur la longue durée, il s'agit certainement, à mon avis, de construire un programme de travail pour faire des conflits d'archives un objet d'histoire. Alors, quand je dis des conflits d'archives, c'est-à-dire pas simplement les archives des conflits, ou les archives dans les conflits, ce qui a fait déjà l'objet d'un certain nombre de travaux, mais véritablement les conflits sociaux, patrimoniaux, juridiques, dont les archives sont l'objet. Bon, pour en citer plein, on a évoqué la crise de 1994, le fichier juif en 1992. Bon, cette histoire reste largement à faire, et on pourrait aussi en faire une sociologie, d'ailleurs politique, plus autant qu'une histoire. Évidemment, je ne vais pas parcourir au pas de course les 2 derniers siècles de l'histoire des services d'archives en 5 minutes. Je voudrais juste évoquer quelques lignes de force et de fracture qui ont historiquement mis en France les administrations d'archives à l'épreuve des enjeux démocratiques que les archives législatives, gouvernementales et administratives soulèvent. En effet, la question, on l'a vu pendant toute la journée, c'est cette idée que les usages démocratiques des archives se contentent sur l'accès à l'existant et non sur l'identification de ce qui devrait exister ou ce qui aurait pu exister. Inventaire et classement, ça a été souvent évoqué, mais peut-être surtout, et je voudrais que ce mot soit au cœur de ce que cette journée aussi exprime, la collecte à l'amont, c'est-à-dire ce qui est effectivement versé ou collecté, ou ce qui aurait dû être effectivement collecté. De ce point de vue-là, Françoise Hildesheimer, dans les années 80, a évoqué qu'il fallait aussi faire l'archivistique des manques, c'est-à-dire des fonds disparus, et que l'archivistique des fonds détruits informait presque autant sur les fonds existants, et qu'on d'ailleurs on ne peut pas comprendre tout à fait les fonds existants si on ne sait pas quels sont les fonds détruits pour X raisons, d'ailleurs de l'incendie en passant par la destruction volontaire. Et de ce point de vue-là, l'inventaire des fonds disparus reste quand même un programme à faire à toutes les époques. De ce point de vue également, la situation de guichet public généraliste des archives nationales, c'est bien connu, a fait historiquement office de trompe-l'œil entre les citoyens et l'État en France, de tampon ou même d'écran par défaut. Toutes ces crises et ces conflits d'archives en sont d'une certaine façon le signe. En effet, on le sait, les lignes de force et de fracture qui articulent archives et grammaire de l'État démocratique, sinon de l'État de droit, peuvent se décliner en plusieurs questions. 1. Comment les archives des 3 pouvoirs cohabitent dans les services d'archives ? 3 pouvoirs, je veux dire, au sens classique du terme. Et là, il y a de quoi largement poser des problèmes, puisque, par exemple, bien sans aller jusqu'aux questions militaires, il y a tout déjà la non-cohabitation du législatif et de l'exécutif, ou sa cohabitation extrêmement difficile en France et qui est tout le temps sous-estimée. Je vais y revenir dans un instant. La frontière privée-publique, j'en parle même pas, mais elle bouge sans cesse. Mais surtout, cette fameuse distinction entre archives civiles et militaires, qui officiellement n'a pas de valeur par rapport à la catégorie d'archives publiques, mais qui, on l'a vu, est un partage physique en France entre les services d'archives, même si heureusement il y a des passerelles humaines par le corps des archivistes et des conservateurs, on l'a dit aussi, et que ce principe en fait de séparation physique a une effectivité extraordinaire. D'autant que cette effectivité a longtemps été considérée comme suffisante. On se contentait que depuis 1792, puisque c'est en 1792, que le dépôt de la guerre et le dépôt des affaires étrangères reprennent pleinement leur non-autonomie. Mais il a fallu attendre 2008 pour que cette autonomie ait été reconnue par une loi. Ça fait quand même un peu long comme délai, on remarquerait. Et donc, cette séparation physique a longtemps certainement été considérée comme suffisante. Or, je pense que historiquement, ce qui commande aujourd'hui, outre le numérique évidemment, qui
accélère le fait qu'on se rend compte que les archives de soi sont d'abord les archives des autres, ce que tous les archives savent, puisque les archives sont constituées de ce qu'on reçoit autant que ce qu'on produit. Donc par définition, on a tendance à oublier que toutes les administrations ont possiblement des archives des autres administrations. Ce qui a longtemps été considéré comme une question qu'on pouvait résoudre physiquement, par des séparations, en construisant des murs. Or, évidemment, le numérique abolit une partie de ces barrières. Et plus techniquement, on peut dire que l'arrivée récente, qui a été souvent évoquée, des archives de l'Élysée, enfin l'existence même d'archives du secrétaire général de l'Élysée, c'est-à-dire 30 ans, 40 ans à peine, un peu plus, est en train de tout simplement remettre en cause, dans la conscience même sans doute des services de l'État, le fait qu'il y a des archives militaires ailleurs que dans les services administratifs de l'armée. Et ça, c'est une prise de conscience qui est finalement, techniquement, quand on la regarde au regard de la longue durée de l'histoire de la collecte des archives, récente. Et qu'elle n'est même certainement pas encore tout à fait exactement arrivée à récipiscence, on pourrait dire. Bref, au fond, si la question évoquée par Noé Wagner ce matin, c'est-à-dire la question de la propriété du pouvoir comme enjeu démocratique principal des archives, si cette hypothèse est vraie, l'histoire des lignes de force qui font ou non entrer certaines archives aux archives est susceptible de révéler, non pas de manière mystique, mais bien chimique, comment se déplacent les modalités d'appropriation du pouvoir, historiquement, dans un contexte plus ou moins démocratique. Bref, je ne vais pas le résumer ici, mais vous savez qu'il faut prendre très sérieusement en compte, et pas simplement comme un héritage, je dirais, historique, cette séparation physique, qui a d'abord comme produit, numéro 1, que les archives nationales, ça a été rappelé par la Cour des comptes dans un rapport récent de 2016 ou 2017, ne recoupent dans leur fonds que 40% du périmètre de l'État central. Et encore, si on avait fait le même calcul dans les années 60 ou 70, on serait même arrivé plutôt à 30. Donc, alors comment voulez-vous que les archives centrales, qui représentent un tiers de l'État central, puissent être considérées comme représentatives? De ce point de vue-là, il était absolument essentiel aujourd'hui d'entendre une comparaison avec le Royaume-Uni britannique, enfin avec le Royaume-Uni nécessairement britannique bien sûr, où on voit que les archives sont beaucoup plus centralisées qu'en France, ce qui est évidemment assez drôle. Et effectivement, quand on va à Kew Garden, on peut consulter en même temps le Colonial Office, le War Office, bon je l'ai fait, je veux dire concrètement, et le Foreign Office, qui est assez drôle, mais on ne conserve pas, il est vrai, on ne consulte pas tout à fait les mêmes types de documents. Alors pour aller vers une conclusion de ce propos, je pense qu'il faut faire jouer dans cette histoire des services d'archives et de leurs usages politiques ou scientifiques au moins 3 modalités qui correspondent en fait à 3 étapes plus ou moins tressées et détressées de l'histoire de la fondation des services d'archives. Premièrement, les archives, en effet, en France, ont été un élément de fondation du pacte et des pactes démocratiques. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. Deuxièmement, en revanche, le contrôle démocratique sur le contenu des archives a fait office d'un certain trouble, et sa délégation par une administration reste encore plus mystérieuse d'une certaine façon. Et enfin, et c'est la façon la plus connue, les archives prétendent être des ressources de défense de droits démocratiques, en l'occurrence ceux des citoyens. Sur chacun de ces points, en fait, on peut identifier des accidents historiques, mais surtout des malentendus politiques. Et sur le papier, surtout, ces 3 fonctions, ces 3 émergent au cours de la décennie révolutionnaire, mais disparaissent ou se contredisent immédiatement après. Donc c'est que tout se passe comme si on avait bien un mythe fondateur révolutionnaire des archives, qui était extrêmement démocratique, et que depuis un siècle et demi, on essayait de le retrouver, mais qu'entre-temps, toute la notion même des archives et son extension a été modifiée. J'en dis juste un mot. On le sait, la raison elle est très simple, c'est la force de gouverner. La France a été dévorée par le pouvoir exécutif très tôt, et par l'incapacité à faire de la loi le seul régime, qu'il fallait appliquer la loi autant que de la produire. Donc j'insiste vraiment sur la nécessité de revenir sur cet échec et ce malentendu initial, puisque en effet les archives en 1789 sont vraiment définies comme celles de la souveraineté, avec une typologie de documents extrêmement restreinte. C'est justement, pour faire écho à ce que disait Isabelle, les archives nationales ont été fondées comme une typologie de documents.
mais pas du tout comme comme le lieu de conservation des fonds. Alors évidemment, ça a changé depuis. Et non seulement comme une typologie de documents qui fondent le droit public, article 1 de la loi du 12 septembre 1790, mais surtout, elles sont destinées à ne pas recueillir les documents historiques. La preuve, c'est que, je le répète tout le temps, dans l'article 12 de la loi du 7 Messidor, 25 juin 1794, on nous dit explicitement que les documents qui sont destinés à l'histoire doivent aller dans les bibliothèques. Donc comment voulez-vous avoir gardé au fronton de votre histoire jusqu'en 1979 une loi qui vous expliquait que votre fonction historique n'était pas pour vous? Ça vous donne un tout petit peu l'idée qu'il faut aller voir justement la contradiction, oui, dans les textes. Je termine, je vous rassure. Donc en fait, alors que les archives sont créées comme pièces justificatives des constitutions, ce qui explique d'ailleurs que les originaux de la Déclaration des droits de l'homme y soient conservés, et je le signale ici, présentés pendant 3 mois dans un cycle nouveau au Palais Soubise, là, à partir de ce soir. Et surtout, dans le malentendu initial, il y a aussi ce fameux article 37 qui a été évoqué ce matin. Chaque citoyen pourra demander dans tous les dépôts de communication des pièces qu'il renferme. Alors, on dit toujours, et ça a servi pendant 200 ans, de justification démocratique de la fonction des archives, sauf qu'il ne faut pas oublier le qu'il renferme. C'est-à-dire que toutes les pièces qu'il ne renferme pas, du coup, le citoyen n'a aucun droit dessus. C'est ça que nous dit la loi du 7 Messidor, de 1794 à 1979. Donc évidemment, si vous collez ça au fait qu'au même moment, les dépôts de la guerre et des affaires étrangères sont institués comme des dépôts publics, mais hors du régime législatif des archives, et qu'en 1979, on les met autour de la table, je vous renvoie au livre, avec des difficultés considérables, il faut voir la manière dont les ministères s'opposent à la loi de 79 et finalement veulent absolument avoir des régimes dérogatoires. Donc on voit que, en fait, c'est plutôt pour moi un espoir, parce que c'est de l'histoire, mais le rapport démocratique, il est à la fois institué originellement dans la fonction des archives et en même temps, dans la pratique, il a sans cesse été, en quelque sorte, refoulé, déplacé, sans parler du fait, et j'en termine vraiment par là, je vous le promets, que, c'était un peu plus long quand même ce que j'avais prévu, mais bon, que, en effet, cette séparation civile, et aussi révolutionnaire, a cohabité avec le rêve de la centralisation, mais que même dans le domaine civil, ces archives centrales n'ont reçu que très tardivement la charge de collecter les archives des ministères. Puisque, on en revient toujours à cette idée qu'au départ, les archives sont une typologie de documents souverains. Pas de principe d'obligation avant 1898 de versement, et dans la pratique, tout le monde le sait, pas de collecte systématique avant la fin des années 50, grâce à l'action dynamique de Charles Brébant, le père du rapport donc, pour les archives des services et pratiquement rien pour les cabinets, alors là encore moins, avant les années 80 et le protocole. Donc tout ça nous ramène quand même à, finalement, une période extrêmement récente. Et évidemment, encore sans jamais aucun monopole sur tous ces ministères, et surtout sans jamais aucun moyen véritable de les mettre en application. Ce caractère tardif est encore plus long pour les archives gouvernementales. Le SGG ne verse que dans les années 50, vous allez me dire, il a été créé en 1935, donc là pour le coup, c'est plutôt pas mal. Mais les archives présidentielles, on le sait, ont mis quand même, entre la date de fondation de la 5e et l'arrivée aux archives, on a quand même une trentaine d'années. Bref, donc, tout ça pour dire qu'il ressort de ce que j'essaye de dire, un double mouvement, puisque en parallèle, les archives législatives que j'ai laissées un peu de côté, bien qu'elles soient la matrice institutionnelle des archives, ont pris une autonomie croissante, surtout depuis 1958, et pour le Sénat, dans les faits, en 1852. Pas un seul versement versé depuis 1852, à part la copie des procès-verbaux du Sénat. C'est très démocratique. Donc, il en ressort un double mouvement, sur lequel je termine, un chassé-croisé entre archives issues du législatif, si possible démocratique, qui en fait, finalement, n'ont cessé de s'éloigner, et aujourd'hui sont presque très loin, et archives exécutives qui peinent à se rapprocher des services d'archives. Donc si vous ajoutez cette espèce de jeu de taquin à la séparation fondatrice entre civil et militaire, eh bien, en effet, on peut comprendre que le rejeu de ces conflits d'archives autour de la frontière du contrôle démocratique du contenu des archives ne cesse de provoquer conflits et malentendus,
heureusement, et je termine sur cette touche, il subsiste la véritable fonction démocratique des archives, c'est-à-dire la défense des droits des citoyens. Et de ce point de vue-là, la collecte en masse d'archives non sensibles type ministères sociaux, qui ont été déversées en masse, on n'a fait qu'augmenter ce potentiel. Et aujourd'hui, et Isabelle Legendre le sait, 1/9 des fonds conservés à Pierrefitte-sur-Seine, donc quand même plus de 10%, sont les archives dénaturalisation.